Dans la vidéo précédente, on a déjà découvert les parcours entrepreneuriaux exceptionnels d'Anthony et Dominique de la société Virtuosa. Alors avant de commencer cette vidéo-là, va vite regarder la vidéo précédente. Et à présent, on va tout savoir sur la levée de fonds. C'est parti. Enfin, tu as sorti Virtuosa de Di Filippo pour que ça reste ta propriété. C'était Là, déjà. vas-y, explique, moi je sais même pas ce qu'on a fait. J'ai juste signé, je ne sais plus. Pronto donc, a fait une démo à une petite vingtaine de sous-traitants et autres entrepreneurs du bâtiment. Du Virtuosa. De Di Filippo Gestion, qui était devenu à ce moment-là Virtuosa et qui pouvait prendre cette ampleur qui est aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une SCOM qui a été créée, donc techniquement. SCOM, c'est quoi? Une société en commandite Ah oui, simple. Donc ça veut dire une structure qui ne demande pas de passer chez le notaire, etc. Enfin, un truc qui est beaucoup plus simple à démarrer, qui a des responsabilités limitées et autres, mais comme c'était un truc naissant, ça avait été assez simple. Et c'est cette SCOM qui s'est transformée en SRL il y a 1 an. Donc au début, on a continué à travailler sous la SCOM. Et au moment de la vente de Di Filippo, il y a eu un transfert de propriété intellectuelle du logiciel à une valorisation de 1 euro entre à ce moment-là la SCOM et Di Filippo. Non, et Di Filippo. Donc entre Virtuosa et Di Filippo, pour être certain que Virtuosa en avait 100% de la propriété intellectuelle. Quelle est la stratégie marketing de Virtuosa? Boum. C'est une question très large. Oui, mais en 3 mots. Hein. Pour le moment, le but au niveau du marketing, c'est de générer assez de leads, donc de personnes qui sont intéressées par le logiciel Virtuosa, afin que les sales puissent arrêter de faire du cold calling et puissent plus se concentrer sur les personnes qui sont déjà intéressées en fait par le produit. C'est ça, donc l'objectif c'est ça du marketing, c'est qu'on arrête d'appeler pour dire est-ce que vous avez besoin de notre service. Non, au contraire, c'est les clients qui nous appellent suite au travail de l'équipe ici. Et c'est ça l'objectif pour couvrir le besoin du service commercial. C'est quoi les outils que tu utilises pour faire du marketing? Donc j'utilise différents outils. Le premier en fait qui est mon CRM. Donc Team Leader. Donc, ça c'est le CRM pour les sales. Et toi, et j'ai mon CRM pour le marketing et c'est ActiveCampaign. Ça me permet de faire des campagnes de newsletter, des automatisations. Donc si quelqu'un visite telle page de mon site web ou clique sur tel lien ou répond à tel email, etc., je peux envoyer une séquence d'emails et de messages différents à cette personne-là en fait. Par exemple, imaginons, c'est ce qu'on va bientôt mettre en place, on a un e-book ou un template de grille d'évaluation. Donc, comment évaluer, par exemple, ses ouvriers? Ben, la personne, pour avoir ce template, pour avoir ce document, il va devoir mettre son nom, prénom, adresse email, société, numéro de téléphone et cliquer sur « Je télécharge ». Donc là, une fois qu'il a cliqué sur « Je télécharge », il reçoit un email pour télécharger son template. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'il a téléchargé ça. Donc, ça veut dire qu'il entre dans mon CRM. Donc j'ai toutes ces données et à partir de là, je vais lui servir tel ou tel email et en fonction des actions qu'il prend sur tel ou tel email, il va recevoir un autre email jusqu'à ce que j'arrive à le chauffer. Donc en fait, il reçoit des points. Chaque action qu'il fait, qu'il visite le site web, qu'il répond à un email, qu'il clique sur un lien sur un email, qu'il ouvre l'email, ça lui attribue des points et à ce moment, quand il arrive à un certain nombre de points, il entre dans une autre séquence d'emails qui... Là, on va plus l'inciter à demander une démo, quelque chose comme ça en fait, pour vraiment en fait qualifier le lead. Et une fois que le lead est qualifié, il peut être passé au sales et que le sales à ce moment-là, il n'y a plus qu'à dire voilà. Où est-ce que tu as appris tout ça? Tout ça, j'ai appris ça par moi-même. En fait, j'ai fait des études de marketing à l'EFEC, puis j'ai fait un master en communication digitale à l'ECS, qui à l'époque c'était la seule haute école qui offrait ça parce que c'était avant que ça devienne un peu mainstream. Et donc j'ai fait ça, puis j'ai fait pas mal de boulots différents dans des agences de pub. Puis mes dernières... C'est là qu'on t'a formé, dans les agences de pub? Pour ces technologies-là, non, pas du tout. Ouais. C'était dernier boulot. J'ai travaillé aussi dans une start-up et il n'y avait pas de budget, il fallait que je fasse tout moi-même. Et donc j'ai dû bouffer des vidéos, bouffer des blogs, etc., tester des produits et voir comment ça faisait. C'était un peu de l'auto-formation. Il n'y a aucune école qui... T'apprends le digital marketing. Si, ils apprennent les grands concepts, etc. Mais la pratique en tant que telle, c'est que via des stages, via le boulot, quoi. Bien sûr, mais tu penses que Dominique a besoin de la théorie? Non, il a besoin de la pratique. Il a besoin de quelqu'un qui vient et qui dit j'ai fait une campagne marketing. Il faut comprendre aussi les grands concepts. Donc, oui, mais il y a quand même les grands concepts qui, mine de rien,
ma formation me permet justement de pouvoir gérer ça plus facilement qu'une personne qui n'a jamais vu de marketing dans sa formation. Ok, 20% du temps, je suis d'accord, en théorie. Le reste, ça doit être la pratique. Et tu viens chez Dominique à un moment donné, tu dis écoute, je fais une campagne marketing pendant mes études sur ce site web-là, et ça a généré autant de leads, et Dominique t'engage tout de suite. Oui, clairement. Maintenant, effectivement, mais peu importe en fait presque les études maintenant, avec Internet, etc., n'importe qui peut s'auto-former tout seul. Il n'a pas spécialement besoin des études, même si ça donne, à mon avis, quand même les clés pour apprendre plus facilement, pour être peut-être plus rapide dans l'apprentissage. Ok. Chaque entrepreneur qui est dans les travaux, réfléchissez comment vous allez transmettre votre société, puisque effectivement vous devez vendre à un acquéreur quelque chose qui doit valoir de l'argent. Si tout le business tourne autour de vous, en tant qu'entrepreneur, le jour où vous partez de la société, il n'y a plus de business. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'activité commerciale, donc elle vaudra tout de suite zéro. D'où l'importance de sortir de l'opérationnel, mettre en place des équipes commerciales, mettre en place un directeur commercial et donc que la société puisse tourner d'elle-même. Et à un moment donné, vous prenez cette boîte-là et vous dites voilà, voici la boîte, elle tourne d'elle-même et on peut la transférer à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, plus que jamais, une image de marque est un outil de gestion qui centralise l'ensemble de l'historique de l'information qu'il y a eu et qui a vécu pendant l'entreprise. Et avoir un fonds de commerce tangible qui est marqué noir sur blanc par rapport à toutes les ventes qui ont été faites, d'où l'importance de la digitalisation, du suivi, des process. Et c'est là qu'est venue l'ampleur, l'importance et la valeur que rajoute l'application Virtuosa. Et quand on a vendu Di Filippo, on n'a même pas mis une seule clause de garantie. Il n'y avait pas de garantie, je n'ai même pas voulu et il n'y avait pas besoin et Max était à l'aise avec ça. Clause de garantie sur quoi? Garantie, c'est quoi? C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un cadavre dans un placard d'un chantier? Mais il te connaissait depuis longtemps, donc il y avait la confiance aussi, qui était là. Mais les banques, elles ne me connaissaient pas depuis longtemps et elles ne voulaient pas. On a ressenti le listing de tous les SAV, de toutes les stades de SAV depuis autant d'années, etc. Ça rassure les banques de dingue, quoi. Exact. Écoute, moi, je n'ai pas 3,3 millions sur le compte bancaire. Maxime Ménien, il a pris un prêt. Il n'avait pas cet argent-là, d'accord. Et la banque lui a prêté. Exceptionnel. On n'a nous-mêmes pas compris. Voilà. Donc il a mis 200 000 € sur la table qu'il avait. Tout le reste a été financé par Sambre Invest et la CBC, sans zéro garantie. Il fait faillite demain, il n'a rien. Et eux, ils n'ont rien. Eux, ils n'ont rien. Tu as parlé de quoi? Sambre Invest et CBC. Ce sont des investisseurs locaux qui aident, les entrepreneurs locaux du coup à grandir. Ils se sont dit peut-être que le ratio est de 7 ou de 8, le chiffre d'affaires de 7, l'EBITDA est de 700 000 fois 8, etc. Normalement, cette boîte-là, elle vaut 5,5 ou 6 millions. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui achète 3 points. Pour l'avoir vécu, ce qui a vraiment changé aux yeux des banques, c'était l'entreprise un peu sexy, quoi. Un peu différente. Ils se sont dit, il y a un passé super positif comptable, il y a des chouettes bureaux, il y a des chouettes employés, c'est déjà beaucoup de choses, quoi. Lorsque le fournisseur nous a envoyé la facture, elle arrive comment? Le face aux zinc, là. Oui. Tu choisis le fournisseur chez qui tu as été, la référence de la facture. Qui rajoute cette facture-là? Toi, le gestionnaire. Le gestionnaire le fait? Oui, le gestionnaire. Tu mets le montant de la facture, donc imagine il y en a pour 1 500 €. Okay. Et là, tu choisis, tu mets une photo de la facture, quoi. Très clair. Et ensuite, cette facture-là? Cette facture-là, tu peux la lier à un chantier. Tout à fait. Oui, imagine ton chantier ivoire, tu l'as lié au chantier, comme ça, cette facture-là, dans le tableau de renta, elle va venir s'ajouter aussi automatiquement. Exact, parfait. Et quand tu reviens dans ton tableau de renta, qu'est-ce que tu vois également? Le tableau de renta ici, tu peux le splitter, quoi. Et donc là, tu vas avoir le détail de tes coûts de matériaux, des coûts de sous-traitance et des coûts de main-d'œuvre. Là, qu'est-ce que tu vois d'autre aussi? C'est les heures que tes hommes ont prestées sur ce chantier-là. Ok. Et la facture que j'ai reçue de face aux zinc, j'en fais quoi? Parce qu'elle doit à un moment donné, tôt ou tard, aller dans la comptabilité. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Ici, tu as finance, facture client, facture fournisseur et la possibilité d'exporter tes factures en PDF. Donc, une fois que j'ai scanné la facture, je peux la jeter? Ouais, tu peux l'acheter. Ok, et ensuite, je fais un export de facture. Et donc là, c'est très simple, ça va te générer un fichier zip avec toutes tes factures, par exemple, du trimestre 3. D'accord, que j'envoie au comptable. Au comptable. Ça, je ne savais pas que vous voulez aller à l'international, alors ça a du sens. Notre objectif, c'est d'être numéro 1 en Europe d'ici 5 ans. Yes, magnifique, j'adore ces objectifs-là. Alors, vous n'avez pas assez de place là pour tout le monde? Pas encore. Pas encore. Mais alors, il faut le mettre aussi en anglais, c'est le cas ou pas? Ce sera le cas en 2022. Aussi, donc en 2022, ce sera traduit en 6 langues. Les stats et ensuite, comment faire une facture de vente? Donc ici, on a l'intercalaire facturation, on clique sur avancement.
On met la référence, soit c'est un acompte, soit c'est un état d'avancement. Ok. Tu procèdes comment? Tu fais des acomptes? Je fais avec vis-à-vis de. Ça, c'est facture client là. Ok, c'est ça. Là, ce sont des acomptes ou factures intermédiaires. Okay. Donc là, on va mettre par exemple acompte 30%. Sur base du devis qui a été accepté, soi-disant. Plus tous les avenants qui viennent se rajouter automatiquement dans la facturation. Exact. Et ensuite, tu soumets. Ici, on va mettre 30%. Là, on va accepter, puis on va générer la facture. Accepter quoi? Accepter la dépense. L'état d'avancement. L'état d'avancement, ok. Toi-même qui acceptes ça et tu envoies ça. Ouais. Moi, avant d'envoyer la facture, je fais l'état d'avancement vis-à-vis du client. Là, c'est l'état d'avancement que tu as envoyé? Ouais, je peux te le montrer. Tu envoies d'abord l'état d'avancement et ensuite la facture. Si c'est accepté, alors si tu as l'état d'avancement que tu peux envoyer à l'architecte ou au client, et quand c'est ok, tu peux générer la facture. Le client, quoi, il répond par email, oui, c'est ok. Ouais. Et alors, l'email arrive directement dans Virtuosa ou pas? Non, tu le reçois sur ta boîte mail et tu viens valider ou pas dans Virtuosa, quoi. Ça, c'est bien, ce process-là est bien, est important. Ouais. Ok, et ensuite, tu peux facturer alors. Et là, tu acceptes et puis tu génères la facture. Magnifique. Je peux voir la facture, à quoi ça ressemble? Ouais. Soit tu as une facture standard ou sans détail. Sans détail, tu as juste avancement numéro 1 ou sinon tu as la facture standard. C'est paramétrisable, je veux dire. Tu peux paramétrer comme tu veux ou pas? La mise en page, oui. Donc juste pour revenir un peu en arrière, il y a 3 actionnaires. Il y a Anthony, il y a Dominique et il y a Kevin. Vous départagez les parts de la société comment? À la base, ça vient d'Anto. Et Anto avait déjà onboardé Kev sur une partie. Quel est le chiffre d'affaires à l'heure actuelle? Vous êtes en croissance permanente, donc c'est un peu compliqué de dire quel est le chiffre d'affaires. Quelle est la croissance de la société, disons, en chiffre d'affaires? L'année passée, sur 2020, le chiffre d'affaires était plus ou moins de 250 000 €. Une année qui était déjà en positif sur l'année 1, ce qui est assez exceptionnel. Et ici, on va être déjà à 600 000 € uniquement sur 600. Ouais, et l'année n'est pas finie, quoi. x3. On va arriver, je pense, à 800, 900. Ouais, 900 000 € fin de l'année, quoi. Et dans 5 ans, vous allez être à combien de chiffre d'affaires? C'est tellement compliqué de répondre à cette question, bien sûr. En 5 ans, si on est leader européen, on sera, je sais pas, ça va se compter en 100 millions, j'en sais rien, même beaucoup plus que ça. L'objectif qu'on a, c'est d'arriver à notre million de récurrences le plus vite possible. Ce sera fin d'année ou début d'année prochaine. Et après, annuel. Et puis le deuxième challenge, c'est faire x10, x12. C'est d'être à 1 million de récurrences, mais mensuellement, quoi. Okay. Ça, c'est le prochain challenge, quoi. Ouais. C'est quoi les autres logiciels que tu utilises? Donc, il y a l'Emlist. Ça, en fait, c'est pour faire du cold emailing. Cold emailing. Donc, il y a le cold calling ouais. Et on peut faire du cold emailing. Donc, je peux télécharger un fichier d'adresse email, nom, prénom, etc. Et en fait, ça automatise tous les emails que je vais envoyer pour présenter une personne, dire voilà, est-ce que vous serez intéressé par mon produit, et dès qu'en fait il répond ou il clique, je peux le savoir. Et une fois en fait que la personne répond à un email, la séquence s'arrête et là je peux dire ok, d'accord, la personne a dit qu'il était intéressé, hop, on l'envoie au sales. La personne a dit qu'il n'était pas intéressé, il reste là. Comment tu as eu cette liste de cold email? Ça, on peut faire du scraping. Donc traduction. Le scraping, ça permet en fait de récolter des données qui sont dans des sites web ou dans des bases de données. Et tu as utilisé quel logiciel pour ça? Pour celui-là, j'ai utilisé Instant Data Scraper. Il y a aussi Lusha qui permet de, par exemple, si je vais visiter un profil LinkedIn, avec 90% de chance, je peux connaître l'adresse email de la personne. Et donc, imaginons, je suis sur LinkedIn, je vais voir n'importe quelle personne, ici. Et ici, j'ai mon Lusha qui se met là. Et je peux Show Contact. Et voilà, ici, j'ai son adresse email, son numéro de téléphone. Mais il fait partie de ton réseau, là. Oui, mais même sans faire partie de mon réseau, en fait, je pourrais très bien aller sur une personne qui n'est pas sur mon réseau. Seb, les autres outils, c'est quoi? Pour faire toutes mes publicités, c'est Facebook Ads, Google Ads. Parce qu'on a parlé de budget tout à l'heure marketing, et on est dans le 8-9 000 par mois. Oui, c'est ça. C'est ce que vous injectez dedans, en fait. C'est principalement, c'est quoi le mix des réseaux sociaux? C'est Facebook, Instagram, le Google Search et YouTube. En fait, une personne, si elle arrive sur mon site web virtuosa.com, il y a plein de boutons, donc il est distrait. Et donc moi, mon but, c'est quand je fais mes pubs, c'est qu'il arrive sur une page où il n'y a aucun autre bouton à part demander une démo. Il s'est cliqué nulle part ailleurs.
juste sur cliquer et demander une démo. Donc en fait, ton taux de conversion va augmenter. Tout à fait. Et donc ça me permet de créer ça et de tester 5-6 versions différentes, voir laquelle elle fonctionne et faire plein de tests tout le temps pour améliorer le taux de conversion. Et surtout, tu dois faire des messages personnalisés. Tu ne dois pas parler à ton audience de la même façon en fonction que ce soit un homme, une femme, que ce soit un jeune, un plus vieux, qu'il soit chauffagiste ou qu'il soit pisciniste. L'art du marketing, c'est de définir des personas et donc de savoir quelle est ta cible, tu en définis quelques-unes et tu leur parles de la façon dont ils ont envie qu'on leur parle. On a déjà touché 125 000 personnes depuis le début de ce mois-ci en Belgique. Ça, c'est Google Analytics. Ça, c'est Google Analytics. Ça me permet de voir un peu d'où les personnes viennent. Ça permet aussi d'analyser le modèle d'attribution. Modèle d'attribution, c'est quoi? Modèle d'attribution, ça c'est un grand débat qu'on a dans le marketing. C'est, comme il disait, d'où est-ce qu'ils viennent? D'où est-ce qu'ils viennent? Quel a été le premier contact? Quel a été le dernier contact? Quel poids est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on dit que c'est le dernier clic qui est la conversion? Ah oui, ça. Est-ce que c'est le premier clic? Est-ce que c'est le milieu? Et donc tout ça me permet d'avoir des chemins de conversion. Le contenu maintenant qui va être le futur, c'est la vidéo, et si ce n'est pas déjà le cas maintenant. Et donc oui, fatalement, nous, on va beaucoup investir dans tout ce qui est création vidéo, que ce soit pour les formations de nos clients, de nos prospects, pour les testimonials, pour voilà tout. Donc le cœur de notre contenu va vraiment être la vidéo comparée à l'écrit, quoi. Il est clair que vous voulez aller à exporter votre logiciel. C'est déjà le cas ou pas? Oui, tout à fait. Vous vendez dans quel pays? Là, du coup, notre logiciel, il est uniquement francophone pour le moment. Okay. Ça change dès début d'année prochaine. Et donc, on est au Luxembourg et en France. Comment est-ce que vous visez le client, le lead français? De la même façon qu'on vise le lead belge, avec de la com, du marketing. Du marketing. On a décidé de développer, quand on a trouvé les bonnes personnes, le marketing. Et donc, Jomana et Seb nous ont rejoints en même temps. Et là, alors, on a mis en place une structure de lead nurturing, de marketing automation, de retargeting avec des Facebook Pixel, avec du SEA, c'est des Google Ads, des vidéos payantes, des campagnes sur les réseaux sociaux, YouTube et autres éléments. Et donc tout ça, en fait, ça nous a amené à générer de plus en plus de demandes de démos. Jusque-là, on formait les sales au cold calling et on les recrutait en leur disant « vous allez devoir faire du cold calling ». Aujourd'hui, on peut se vanter de ne plus devoir en faire. Donc zéro outbound, que de l'inbound. Et donc on arrive à générer autour de 200-250 demandes de démos par mois qui viennent à nous. Et puis on n'a plus qu'à les appeler. Et alors après, il y a une vente qui se fait et on doit closer, quoi. Quel est le budget de marketing par rapport au chiffre d'affaires en pourcentage? Aujourd'hui, sur ce qu'on génère ici en termes de marketing, en oubliant le cost des deux marketeurs, mais on peut le rajouter, on a un budget de campagne payante qui tourne autour de 8-9 000 euros par mois. Donc ce qui nous amène à dire que si on dépense X pour 180 demandes de démo, ça veut dire que la demande de démo va nous coûter aux alentours de 20 euros. On va avoir Y rendez-vous qui va nous coûter plus ou moins 200 euros le rendez-vous. Et donc le lead signé va nous coûter un petit peu plus. Et on a un rapport de 1 pour 11. Ça veut dire que 1 euro investi, en termes de pub, je ne parle pas des salaires, va nous rapporter 11 euros. Exact. Ce qui est un taux super élevé. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça coûte pour quel entrepreneur, quelle offre, etc. On avait parlé des formations. Ok, ça c'est en plus, tout à fait. Ouais. Alors 3 heures, ok. Tu as le pack 1 où tu vas suivre 3 heures de formation. Et donc c'est 200 euros par participant. Par rapport à c'est sur base d'abonnement, d'accord. Ouais, là je te montre d'abord les formations, puis on reviendra. Et comment tu choisis le pack? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut comme pack. C'est en fonction de tes besoins et de la démo, comment ça s'est passé. Si tu n'as pas besoin du planning, tu ne prends pas le pack 2. J'ai compris, ok. Et c'est toi qui vas conseiller déjà au client qu'est-ce qu'il prend. Et après, le client peut faire son choix aussi. Ensuite, il y a le pack 2, et donc ça c'est 100 euros en plus, et le pack 3 c'est 100 euros pour 2 heures de formation aussi en plus. C'est quoi la différence entre pack 2 et pack 3? Pack 2 et pack 3, dans le pack 3 on va retrouver la gestion du stock et la gestion du matériel. En fait, le pack c'est par rapport au module qu'on prend. Oui, évidemment. Ah c'est ça, t'as pas dit, j'ai pas saisi ça. Parce que ici tu as les différents packs, et donc tu as le pack 1, on est à 1320 euros par an. Le pack 2, on est à 1980 euros par an. Et le pack 3, on est à 2930 euros par an. Qu'est-ce que ça comprend dans le pack 2? 2 utilisateurs gestion et un compte chantier. C'est ça. Et si les ouvriers doivent accéder au planning, alors c'est chaque fois le coût en plus? C'est un compte chef d'équipe. C'est ça. Et donc ça, on en conseille un par équipe, par camionnette. Mais en ce qui me concerne, moi, je devrais payer combien? T'as combien d'équipes? 6 équipes. Ok, il te faudrait 5 comptes chantier en plus. Donc là, c'est 1325 euros en plus de la licence. En compte gestion, t'as combien de gestionnaires? Vous êtes combien environ? On est 5 gestionnaires. 5 gestionnaires? Un vrai cas de figure.
Un vrai retour d'un entrepreneur qui travaille tous les jours. Ok, et donc si tu veux un compte gestion en plus, ben, c'est 590 € en plus. Par compte gestionnaire. Par compte gestionnaire, et tu en as déjà 2 de base, donc il t'en faudrait 3 en plus. Voilà, on est à 5 000 € par an. Par an. Pour 5 comptes gestion. Divisé par 12, je suis à 40 € par mois. 400 € par mois. Ouais. Moi, je pense que ça vaut la peine quand même. Ça vaut la peine. C'est pas un montant, 50 €, tu réfléchis pas beaucoup. Tu là, quoi, 50, tu fonces. 400, tu réfléchis quand même. Je crois que ça vaut la peine quand même. On fait payer 100% de la licence annuellement, c'est pas par mois chez nous, et avant d'utiliser le logiciel. Ouf. Ah ouais. C'est pas facile. Hein. Ah non, mais c'est obligatoire, mais c'est vraiment ça. Je vois le but. Vous... Mettre en place les Il y process, a l'avantage de satisfaire le client, mais notre mission, elle est même au-delà du client, c'est même le secteur. On pense vraiment que pour que le secteur se porte mieux, pour que notre image en tant qu'entrepreneur soit meilleure, on doit s'organiser. Et donc, on va pousser les personnes à sortir de leur zone de confort. Et on ne veut pas vraiment leur dire bah, « c'est pas cher, je prends ». Mais non, parce que certainement, c'est simple d'utilisation, mais quand même, ça représente un petit investissement de temps pour faire ces devis de façon plus structurée, etc. Donc, on veut que les gens mettent un peu de sueur en venant chez nous, quoi. Ouais. Et on ne veut pas les brusquer du jour au lendemain. Que si tout devait être setupé en un mois, entre guillemets, qui devait être parfait en un mois, ça ne serait pas. Et donc cette annuité fait que au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils montent en puissance. Et puis au final, ils sont hyper contents de l'utilisation. Ça devient des ambassadeurs. C'est ça l'avantage, c'est que tu obliges la personne de payer un montant important. Et une fois elle a payé, tu es sûr qu'il va y arriver au bout d'un an, puisqu'il va apprendre. Et avec le temps, il va comprendre les bénéfices de Virtuosa. Il sera un client satisfait au bout de peut-être pas tout de suite, pas dans la semaine, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois peut-être. Mais au bout de 6 mois, à mon avis, il sera ravi d'utiliser Virtuosa. Le marketing, c'est tout un métier, d'accord. Et ce qui est important à mesurer là-dedans, c'est effectivement 1 € investi. Et combien de clients vont signer pour savoir qu'est-ce que ça va vous générer comme chiffre d'affaires. Et c'est ça votre mesure de marketing, si c'est rentable ou pas. Quand on est sur 1 pour 3, 1 pour 4, c'est déjà bien. Oui, et là c'est 1 pour 11. Sur GS, c'était 1 pour 11. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu par rapport aux parts de chacun. Ah oui. Donc en réalité, avant la levée de fonds, on était à 30, 55, 15. Non. Non. Kevin a 10, moi j'ai 55 et toi tu as 35. 35. T'avais. Ouais. On avait. Mais oui, c'est parce qu'on vient de faire la levée de fonds. Et en faisant la levée de fonds, on a dilué 15%, d'où... aux investisseurs, ok. Exactement. Et ça a du sens que tu as plus parce que c'est toi qui as apporté le Virtuosa. À un moment, je me souviens, ça s'est discuté en 2 secondes. Et ça reste au grec. Avec des brochettes de porc, ça a été très vite. Tu veux combien? 55, cette fois? Non, ouais, moi ce que je me suis dit, c'est simplement qu'on soit totalement à égalité tous les deux. Ben, c'est juste que j'ai investi je sais pas moi, 300 000 € dans Di Filippo, enfin voilà. Et je me dis, ben, ça pour moi, si on avait dû faire une levée de fonds à ce moment-là, en vraiment, j'ai une idée, je veux développer mon truc, ben, un investisseur aurait pris 20%. Et donc j'ai valorisé ça 20%, comme s'il y avait eu un invest à un moment. D'accord. Et donc 35 plus 20% et égalité, donc ça a fait avec 10% 35, de Kevin, 35, 20 et 10. 55, 35 et 10. C'est ça. Et aujourd'hui, Kevin, il a 10. 10 un peu moins, puisqu'on a eu la levée de fonds, et donc il s'est dilué comme nous. Ça. Mais votre partie, elle est divisée de cette manière-là. Ouais. Ok, donc c'est ça, vous avez tenu compte du fait que tu as investi auparavant et c'est ça, tout à fait normal, tout à fait logique. C'était comme si Di Filippo avait 20%, ouais. Et puis quand Di Filippo a revendu, ben, les parts sont retournées chez Otto. Ok. Pourquoi est-ce que vous deviez faire une levée de fonds? Parce qu'il y a eu un investissement, il y a un investissement dans quoi? En fait, la levée de fonds, on n'en avait pas besoin, on était en positif et on arrivait à générer, on était en autosuffisance puisqu'on arrivait à générer plus de cash que ce qu'on en dépensait. Exact. Et en même temps, on avait envie de vivre une aventure extraordinaire, plus rapide, plus rapide, plus forte, plus à l'international et en même temps, il fallait qu'on s'entoure peut-être ou des bonnes personnes ou de ne pas regarder dans le rétroviseur au niveau du business plan chaque semaine quand on devait engager quelqu'un ou pas, est-ce que c'est le moment, est-ce qu'on n'attendrait pas un mois de plus, etc. Ok, comment tu t'appelles? Sacha. Sacha, enchanté, moi c'est Stas. Ok, cool. Qu'est-ce que tu fais ici chez Virtuosa? Alors moi je m'occupe du recrutement principalement. Donc je travaille beaucoup en collaboration du coup avec Dom et Anto pour toute la partie recrutement ici donc chez Virtuosa. Donc le recrutement il est en interne ici, on ne passe pas par une agence de recrutement.
On veut vraiment garder ça en interne parce que justement, une de mes missions, c'est de transmettre la mission de Virtuosa, notre identité, ce qu'on veut faire, le profil qu'on recherche. Donc ça, c'est ce que je fais. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de la com interne de Virtuosa, donc développer tout ce qui est employer branding. Quelles sont les positions ouvertes à l'heure actuelle? Alors pour le moment, on cherche principalement des Customer Success. Donc ça, c'est le poste. C'est quoi le profil là? Donc Customer Success, c'est vraiment la personne qui va faire la relation client. Exact. Une fois que le sale sera signé avec le client, donc quand le client rejoint la famille Virtuosa, il faut s'assurer que le client soit bien suivi. Donc c'est le Customer Success qui fait les formations. Donc au niveau des profils, c'est des gens qui sont à l'aise au niveau communication orale, au niveau avoir l'envie de partager aussi notre énergie chez Virtuosa, parce qu'en plus d'un logiciel, ce qui est écrit d'ailleurs là, on vend aussi une énergie, une vision, une mission. Et donc ça, c'est le Customer Success vraiment qui doit imprégner tout ça. Pour le moment, on a aussi les développeurs et c'est la même chose pour les sales. Donc les sales aussi. Vous êtes à la recherche d'autres sales? Les sales, on sera toujours à la recherche de sales, mais c'est important d'avoir un bon équilibre entre le Customer Success et les sales. Celui qui regarde la chaîne, par exemple, qui se dit tiens, c'est une bonne boîte, comment est-ce qu'il postule et comment est-ce que tu communiques vis-à-vis de ces candidats? Oui, ça, il y a plusieurs sources. Déjà, tous nos réseaux sont ouverts à la communication en général. Donc, on a les réseaux sociaux, on a Instagram, Facebook, beaucoup. Les candidats qui viennent sur la page Virtuosa, qui voient nos offres d'emploi et qui postulent directement avec leur CV. Ou bien alors on me contacte, on me dit voilà, j'ai vu Virtuosa, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut discuter? Ça passe aussi via l'adresse email. On a une adresse email jobs. C'est quoi l'adresse email? C'est jobs@virtuosa.com. Donc ok. Puis il y a toute une partie plus chasse, comme on appelle ça, où donc moi je vais vers les gens via LinkedIn beaucoup, où je regarde les profils LinkedIn qui pourraient nous intéresser. Chouette, c'est très complet, magnifique. C'est ça le life hack, c'est que si jamais vous voulez aller plus vite dans le développement de votre société, il faut penser à un crédit ou une levée de fonds avec des investisseurs. Et ce n'est pas une mauvaise chose puisque vous avez levé quel montant? 1 200 000 €. Pourquoi il vient d'où ce montant-là? Pourquoi ce montant-là et pas plus ou moins? Alors généralement, dans le stade où une entreprise lève des fonds, on va parler en tout début de pré-seed et puis de seed, et puis on parle de série A. Le pré-seed, ça va être quand il n'y a pas vraiment encore de produit. Et là, on lève 100, 200, 300 000 €, mais on se dilue beaucoup. Parce que si on n'a pas cet argent-là, on ne sait pas développer le produit. Et donc là, c'est souvent une période où si on doit lever, on va perdre beaucoup de son entreprise pour pas énormément de sous, mais c'est les sous nécessaires, sinon le projet ne se fait pas. Exactement. Et l'invest prend plus de risques. Ouais, et il prend beaucoup plus de risques puisqu'il ne sait même pas s'il y a un fit au niveau du marché, et s'il y a une attraction, quoi. Exact. Et il prendrait combien de parts dans ce cas-là, si c'est un pré-seed? Dans ces cas-là, il peut aller jusqu'à 40%, quoi. Après, ça dépend du secteur, hein. Dans le secteur, par exemple, des biotech, il n'y a pas de produit, on attend un brevet. Là, ils sont capables de mettre des millions parce que si jamais ça marche, ça peut être des dizaines, des centaines de millions d'un coup. Par contre, le risque est tellement élevé que le brevet peut ne pas passer ou que la molécule ne se transforme jamais qu'ils perdent tout du jour au lendemain. Donc les founders perdent beaucoup de parts. Dans un cas d'IT, on peut être de l'ordre de ces montants-là en pré-seed, 30, 20, 30, 40%. Après en seed, là il y a déjà un produit, il y a déjà commence à avoir une attractivité. On peut prouver quelques métriques, c'est ce qu'on a fait, taux de conversion, nombre de ventes, quel volume de vente, le taux de rétention, etc. Et là alors on est plutôt sur des montants qui tournent autour de généralement 7, 800 000 €, 6, 7, 800 000 €. C'est vraiment sur une échelle absolue, ça se compte sur 20%, quoi. Donc ils ont pris 20% les Non, ça c'est la tape. C'est plus ou moins là que ça se situe généralement dans ce truc-là. Dans notre cas, on a réussi à monter à 1,2 million pour seulement 15%. Et c'est la plus forte levée de fonds du secteur Contech, donc du secteur de la construction, des technologies de la construction en Belgique. Ok. Tu savais à quelle porte il fallait toquer pour aller chercher les... Pas du tout. Pas du tout. Comment tu as fait la recherche? Quel est ce fonds? D'où il vient? On a été introduit par un premier investisseur que je connaissais. Et puis l'investisseur parlait avec un autre, et on s'est mis dans une période de roadshow, comme on appelle ça. Et on en a rencontré en un mois à deux
je sais pas, 60, 70. Investisseurs. Ouais, En un mois. On pitch, moi je parle à moitié, je parle pas bien anglais du tout. On a dû faire des trucs en anglais, bazar machin, c'était... Donc, au début, je faisais les anglophones et Anto faisait les francophones. En Belgique, c'était le pitch? On était en plein En Covid, Zoom, hein, ouais. donc c'était 100% Zoom. Donc on a réussi à lever 1,2 million sans jamais rencontrer On les a jamais rencontrés. Et C'est la première et fois sur de le leur compte, vie. tu reçois 1,2 million, c'était un peu bizarre. Ouais, c'est la première fois de leur existence en tant que fonds qu'ils ont investi sans rencontrer les founders. Donc ouais, ça c'était marrant. Et donc ouais, on a... C'est jamais l'idée, c'est toujours les personnes dans lesquelles on investit, je trouve. Ouais, Ici, ils ont vu les gens de l'autre côté. ça- de ça l'écran. a joué, il y a, hein. ouais, il y a, Oui. C'est des analystes aussi. je Hein, crois qu'il y a donc ils ont un- 70% de personnes Ouais. et 30% de produits en, Oui, en oui, site. oui. Quoi. Oui, oui, et c'est marché et En attractivité du marché. Quoi. Donc, Ouais, il y a ouais. le marché, ils ont analysé le marché, il y a un potentiel, on a une réponse à quelque chose qui répond à ce potentiel, la taille du marché, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est niche, quel prix on le fait. Et donc, c'est juste par rapport à une personne, un investisseur que tu connaissais, qui connaissait quelqu'un d'autre, etc. etc. Non, en gros, c'était Si. un incubateur de start-up en France avec qui on avait un lien qui nous a amené vers cette levée de fonds C'est quoi cet incubateur? de Family. Ah, ok. Voilà, de Family, on était un peu en contact avec eux et donc voilà, ça s'est un peu mis comme ça. Est-ce que Oussama Ammar est dedans ou pas? Non, Ouais, ça Ammar n'est pas dedans. Si, il est dans The Family. De hein. Family, oui, Family, non, oui, mais il demandait il- dans Virtuosa. Non, Ouais, non, c'est non. ça. Mais, Non, non. ok, c'est ça. Donc dans cette Ils vous, discussion. ils vous ont donné un coup de main, pardon, Dominique? Alors, Pourquoi ils ne nous ont pas donné un coup de main, on va dire opérationnellement pour la lever, mais ils nous ont incité à lever et ils nous ont donné les premiers contacts. Avec l'attractivité qu'on avait sur les réseaux, etc., il y a d'autres invests qui sont venus à nous, qui ne sont pas venus de là, sur des business angels, qui nous ont présenté d'autres investisseurs, que ce soit sur nos profils LinkedIn, respectivement chacun. Quand on bouge un petit peu sur les réseaux, les gens viennent à toi et te disent bah, tiens, on est investi, on a analysé un petit peu Virtuosa, on analyse le secteur de la construction. Eux, au fait, c'est leur métier. Ils cherchent à faire en sorte que ton argent privé que tu mets chez ING, chez De Groof, chez sûr. Banque de Luxembourg, se fructifie. Et donc, où va ton argent? Il va dans des fonds, parce que généralement, tu as des portefeuilles qui sont des fonds, et eux, il y a des analystes qui cherchent des projets où investir l'argent. Et c'est comme ça, en fait, que les sociétés investissent dans des boîtes comme la nôtre. C'est quoi ton taux de conversion? Bah, on n'a pas vraiment tout Mhm. ouais. Sur le mois de juillet, on a reçu 173 demandes de démo, pour donner un exemple, et on en a eu 16 refus. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà signé tous les autres, mais ils sont encore en cours de discussion. Il y en a 80 qui sont encore en rendez-vous planifié ou fait. Il y en a une trentaine qui ont été signés, et il y en a d'autres qui sont à la relance, quoi. Ok, c'est quoi les autres outils que vous utilisez ici pour gérer les clients? On communique aussi via Team Leader pour la gestion des tâches et autres éléments qui nous permettent de centraliser de l'information. Pour tout ce qui est un peu informel et les conneries, on utilise WhatsApp et on a un groupe WhatsApp pour toutes les festivités. On va analyser ce sur quoi ils veulent qu'on travaille. Et ça, l'enquête de satisfaction ne se fait même pas dans cet outil. On utilise des outils comme Typeform pour faire ce genre de survey. Tu connais Typeform? Non. Super outil pour en quelques clics générer des questionnaires, des formulaires à mettre en ligne sur une cible que tu définis, donc des clients, ou sur les réseaux sociaux pour que les gens répondent à un formulaire. Ça marche, ok. Nickel. Tu vas devoir faire dans le cadre de la chaîne Entreprendre et Vivre une promo pour les abonnés qui veulent s'abonner. Un entrepreneur qui regarde la chaîne, justement c'est un chouette moment. Mais est-ce que tu peux faire une promotion exceptionnelle pour les abonnés de la chaîne Entreprendre et Vivre? Donc le gars qui contacte, à un moment donné tu fais l'offre pour 5 000 € et tu dis ah vous savez quoi? Code promo, Entreprendre et Vivre, et tu fais une promo. Là maintenant, comme ça vas-y, là, comme ça, oui. Vas-y, là comme ça. Allez, je te propose 10% sur la première année. Nice. 500 € d'économie si jamais moi je dois passer, enfin moi entre autres, Sur et la- n'importe quel abonné qui doit se loguer. Donc, pardon, Avec le code, sur la première année sur la première année, 10% du montant de l'abonnement. de la licence. Et on fait jamais ça. Hein. C'est normal parce que est-ce que tu as déjà eu d'autres chaînes YouTube qui viennent ici? Pas encore. Pas encore. C'est bien, positif. Merci en tout cas Maxime pour toutes tes réponses, c'est génial. Merci à toi. T'as un bon commercial, t'es chouette, l'esprit est vraiment positif. Ce que vous avez fait, vous avez eu Alors, ouais, il y en a qui s'intéressent juste à nous parce qu'ils rentrent plus tard, en série A, en série B, donc eux, on les verra après. Il y en a qui sont tout petits, c'est juste des business angels qu'on a dit non parce qu'on ne sait pas l'Arche de Noé, on ne veut pas tout le monde à bord. Et donc, on a fait notre marché et on a décidé de qui pourrait investir ou pas dans Virtuosa. Et c'est là où c'est marrant, parce qu'au début,
on est vraiment dans un mood où tu vends ta boîte, où tu vends ton concept et c'est pas que tu es demandeur, mais tu essayes de séduire, quoi. Et à un moment donné, tu sens que la force s'inverse, la tendance s'inverse, et puis c'est eux qui veulent investir dans ta boîte et qui cherchent à ce que ce soit eux qui te gagnent comme client et pas un autre. Ça, c'est le rêve, c'est quand tu as trop d'acquéreurs. Ouais, en toute humilité, quoi. Mais vraiment, si on dit ça, c'est le rêve, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se quand passe. ils ont décidé d'investir, ben là, ils veulent y aller. Donc là, on en a plusieurs. Mais parfois, je suis sûr que dans les pitchs comme ça, il n'y a aucun investisseur qui veut investir dans quoi que ce soit. Et donc vous aviez, c'est une tendance contraire, c'est que vous aviez. On a quand même bien fait, quoi. J'imagine. On a bien fait. On avait l'historique du produit, on a tout ce qu'on avait réussi à mettre en quelques mois. En fait, j'étais assez bluffé par la vitesse d'exécution. Et là, on était déjà alors que l'aventure avait commencé, genre quelques mois avant, quoi. Ah oui, ça. Tu n'as pas voulu investir l'argent de la vente aller dans le... Non. À un moment donné, on y a pensé. On y a pensé, même mais moi, voilà. On s'est dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rajoute nous et on ne fait pas de levée? En fait, comme les chiffres vont être bons, les invests ils vont pouvoir nous proposer pour un deuxième tour de table entre 10 et 20 millions d'euros pour la suite. La prochaine, là, moi, je ne sais pas suivre. Donc, j'aurais pu peut-être au départ jouer. Mais après, je à la façon on veut aller. Tu voulais établir une relation de confiance et montrer un peu que vous êtes capable. Ouais. Et ensuite, lorsque on sait qu'ils ont investi 1,2 million et puis c'est pas grand chose pour un. Non, c'est pas grand chose, mais ils ont investi et puis 5 ans. Allez, 5 ans. Dans 2-3 ans, ils vont voir que oui, il vous faut encore 10 millions. Ils vont plus facilement vous prêter. C'est plus créer le côté relationnel avec. C'est ça l'idée, côté relationnel, mais. C'est qui ces gens-là en fait? Mais nous, on a levé avec Xange. Donc c'est un fonds parisien Munich. Qui fait partie de ce fonds? Qui finance ce fonds et qui le gère? Il y a ce qu'il y a derrière le fonds, les lignes derrière, je ne les connais même pas. On sait qu'il y a des sommes filles, il y a des industriels, il y a plein de gens derrière. Mais à un moment donné, quelqu'un dit oui, quelqu'un dit non. Ça, c'est le fond. Ça, c'est le fond. Je veux dire oui, le fond, mais dans le fond, il y a une personne, un employé qui décide oui ou non. Alors, Cyril, qui est notre contact. Qui est le responsable du fonds, un des 3 partenaires du fonds, qui est en effet aujourd'hui au board de Virtuosa aussi. Quelle est votre mission en fait de Virtuosa? C'est quoi? Devenir numéro 1 en Europe dans les 5 ans. Dans le logiciel pour le domaine de la construction et la rénovation? Oui, bien que la mission elle est plus noble que ça, et c'est de faire évoluer et peut-être même révolutionner le secteur de la construction. Donc ok, si toi tu es très très fort en communication, si tu es un profil IT génial, très simple, envoie un email, jobs@virtuosa.com et tu fais ça à l'intention de Sacha, mais aussi que tu viens de la chaîne Entreprendre et Vivre. Et il faut un petit goodie, il faut un petit bonus pour celui qui va écrire de la part de la chaîne Entreprendre et Vivre. Est-ce que tu peux lui répondre sous 24 heures? Bien sûr. Pour ceux qui viennent de vivre à entreprendre, entreprendre et vivre, exactement. Alors, tu réponds sur 24 heures. Et alors, si jamais tu passes l'interview avec lui, c'est toi qui le fais? Oui, donc moi je fais les premiers calls, ça c'est hyper important. Et mes calls aussi, généralement, il y a certaines personnes qui font des calls hyper rapides de 5-10 minutes. Moi je prends vraiment, j'essaye vraiment quand on a des candidats qui pourraient nous intéresser, de faire des zooms directement ou des visios, peu importe. Sans le faire venir ici? Non, donc ça, je fais vraiment un premier rendez-vous en visio avec eux. Et donc là, c'est toute une partie, je crois que c'est 30 minutes, c'est moi qui parle sur Virtuosa. Et puis le reste de l'interview, on va dire ça, interview, mais c'est plus un échange. Là, c'est vraiment comprendre qui est la personne, quoi. Donc c'est comme ça que ça se passera s'ils nous contactent. Ok, génial. Et si jamais ça t'a plu, qu'est-ce qui se passe par la suite? Qui doit passer l'interview pour... Alors par la suite, je demande un premier exercice, ça c'est surprise. Genre un exemple, tu peux donner un exemple, c'est notre exercice. 10 pompes, 15 tractions. Non, donc c'est un exercice de présentation. Et donc ici, c'est super important, l'humain pour nous. Oui. Et donc à travers une vidéo, les gens se présentent leur personnalité. Donc c'est pas un CV, le CV on l'a, c'est très bien comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais donc c'est vraiment voir qui est la personne à travers une vidéo. Je retiens. Un bon truc pour tout le monde. Si vous voulez engager quelqu'un, vous demandez de faire une vidéo par rapport à qui est-il. Et quoi, c'est une vidéo de quoi? D'une minute, 5 minutes? C'est hyper ouvert au niveau même des consignes. On essaye justement, on essaye de pas trop donner de consignes non plus pour vous laisser vraiment la spontanéité prendre le dessus. Cette technique vient de la part de qui? J'adore. De Dom. Et ça, c'était chez Easy en fait? Non.
C'est toi qui l'as inventé? Enfin, inventé, Ouais, c'est juste, on a c'est un discuté super moyen. À un moment donné, on a eu beaucoup de CV quand on a gagné un petit peu en visibilité, notamment autour de la levée de fonds. Et donc, il fallait qu'on puisse les trier de manière vertueuse. Et le CV, ben, des fois, le feeling passe, passe pas, c'est pas suffisant. Et donc, on se retrouve avec des personnes en interview qui passaient pas. Et donc, on s'est dit que la vidéo pouvait être un super autre filtre en plus du call. Ceci est une nouvelle tradition dans la chaîne Entreprendre et Vivre, c'est qu'on demande aux collaborateurs de m'envoyer les questions d'une manière anonyme, je les reçois et je vous les pose, ça va? Et celui qui les a posées va s'y reconnaître et il aura sa réponse. Donc, alors ici, ce qui est cool, c'est que j'en ai reçu au moins 30 questions, je n'ai choisi que 6 et je vais vous les poser, c'est les plus pertinentes, j'ai envie de dire, les plus croustillantes et chiffrées. Quel est le but final de Virtuosa? Revendre dans 5 ans en fonction des résultats, s'associer ou continuer jusqu'à la retraite et passer le relais? Entre ces 3 cadres, il y a plein de choses possibles. Entre vendre la boîte dans 5 ans ou la retraite, il y a une multitude de possibilités. Il y en a d'autres. On peut racheter la boîte aux investisseurs avec lesquels on travaille dans quelques années. Tu parlais de Odoo. Odoo a levé, relevé, re-relevé et aujourd'hui le CEO rachète ses parts, quoi. C'est aussi une autre option, quoi. C'est clair. Si je peux répondre au collaborateur qui a posé la question, en fait, ici, ce n'est pas une question financière, puisque les gens, vous êtes bien là, je pense, financièrement parlant. Ici, c'est pour s'éclater d'une manière entrepreneuriale et créer de la valeur là-dedans. Et tant qu'ils vont s'amuser, ils vont toujours rester dans la société. C'est aussi simple que ça. Donc, le but, c'est vendre, why not, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le trajet vers la réussite. Combien de pourcentage de parts sont réservés aux employés? 5% pour le moment. Donc ça veut dire que ils n'ont pas écouté s'ils posent la question. Ouais, ils le savent normalement. Ils le savent, on l'a dit 20 fois. Apparemment non. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver. Donc c'est 5% que vous allez ouvrir aux actionnariats et que vous allez diviser, vous allez distribuer d'une manière contre argent, disons. Au moment de la levée, c'était important pour nous qu'on puisse faire ça. Quand tu bootstrap, tu as nos parts et on pourrait se dire, on se dilue chacun au prorata des parts qu'on veut allouer aux collaborateurs qui vont nous racheter, comme Salvatore a fait chez Easy, etc. Mais dans une levée de fonds, ce n'est pas possible. Ce qu'on appelle le droit de préemption. Et donc, à un moment donné, si on vend des parts, il y a un des autres actionnaires qui a le droit, avant n'importe qui, de racheter ses parts. Ça fait partie des principes de base de la finance et de la gestion d'une entreprise à ce niveau-là. Sauf que là, dans nos discussions, on a dit c'est super important pour nous et ça se fait. Mais alors, on doit se séparer ou isoler un nombre de nos parts au moment de la vente avec les invests. Et donc, on a mis de côté 5%. Donc, on s'est retiré, Kevin, Anto et moi-même, on les a mis de côté à destination de nos collaborateurs. Pour le moment, ils sont là, ils sont dans un pot réservé et les invests ne peuvent pas… Ils sont toujours à nous. Ils sont toujours à nous, ils sont là, ils sont à Virtuosa et ils sont là. Et donc là maintenant, j'ai rencontré l'avocat la semaine passée, etc. On doit mettre en place un plan de ce qu'on appelle BSPO, donc ISOP. C'est un plan de stock option, où on l'appelle comme on veut, où il va y avoir dans une certaine… règle ou comme on le disait tout à l'heure, une possibilité pour des collaborateurs clés d'avoir des parts de Virtuosa. Et donc là, on est en train de définir la structure de comment et qui pourrait. 2 ans d'ancienneté, 3 ans d'ancienneté. Investing, pas de vesting. Investing, pas de vesting. Un achat, pas achat. Ça veut dire qu'ils ont des parts, mais ils ont juste la possibilité d'avoir des parts. Donc on leur donne, mais ils ne les ont pas directement pour des raisons fiscales et aussi parce qu'ils sont censés rester. Et donc, s'ils restent X années, ils commencent à avoir ses parts au fur et à mesure du temps qu'il reste. Pas qu'il ait les parts et la semaine d'après, il se casse. Bien sûr. Il peut, mais alors il n'a pas les parts. Ça ne doit pas être que financier, quoi. On a envie de donner à ce plan-là, ce qui n'est pas évident dans ce schéma-là, ce qui est plus facile chez Easy, mais ce qui n'était pas évident dans ce schéma-là, chez Easy ou chez Diffitipo. Dans ce schéma-là, il y a des éléments légaux qui sont là et qu'on ne peut pas trop détourner. Donc, on doit réussir à trouver ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie de faire pour nos collaborateurs et ce qui peut bien se mettre légalement. Et donc, on est en train de créer ça pour pouvoir présenter ce plan à nos collaborateurs dès 2022. Chouette. L'avocat qui est spécialisé là-dedans, c'est qui? La boîte s'appelle Beyond Law de Firm, donc c'est Thomas Dannen qui s'occupe de nous, qui nous a aidés pendant la levée. On doit toujours faire ça avec un avocat. Il y a tellement de documents et autres à faire. C'est un avocat qui gère tout ça. La gestion administrative de la levée de fonds nous a pris autant de temps que le pitch et tout le début. Ça coûte combien? Les avocats, ils ont facturé combien? 25 000 € pour le levée de fonds. Pour la levée. La levée de fonds. Et ici, maintenant, pour mettre ça en place, c'est en cours. C'est pas grand-chose. Petit message à l'avocat.
Bon, après, il y a eu 25 000 € d'avocat, il y a eu un audit de KPMG parce que nos comptes ont été audités, Normal. il y a eu un réviseur d'entreprise, il y a eu plein de frais qui ont incombé à la levée de fonds. Et Quoi. qui ont été payés par vous deux, Ouais. Ouais, par bien votre sûr. choix. Par Par Virtuosa. Virtuosa. Salut. Salut. Donc, tu as rejoint l'équipe en mois d'août, tu étais le premier commercial. C'est Et ça. tu as été engagé par Dominique et Anthony. C'est ça, tout à fait. Et avant, ce travail-là se faisait par Anthony et Dominique. Ouais, Et tout à Dominique. fait, ouais. Tu as toujours été commercial avant? Oui, moi j'ai toujours été commercial. Tu vendais quoi avant? Ouais. J'ai vendu plusieurs choses. J'ai vendu des espaces publicitaires dans la presse papier. J'ai vendu aussi du service aux entreprises, Lesquels? de la formation, des services à l'exportation notamment, du sponsoring d'événements d'entreprise, etc. Où est-ce que tu te vois dans 3-5 ans? Mais, déjà, on verra jusqu'où Virtuosa va aller. À mon avis, leader européen, ça c'est clair. Ça c'est clair, ok. On voit dans le bateau et comme un des piliers, quoi. Cool, chouette. Quels sont les concurrents de Virtuosa au niveau européen? Honnêtement, on n'en a pas. Faire ce qu'on fait comme on le fait, personne ne le fait. Donc, Je pense aussi, c'est vrai. Parce que moi, avant de faire ce que je fais chez moi, je commençais à chercher et je ne pas trouvé. Est-ce que tu aimerais bien devenir un jour entrepreneur? non, c'est pas une de mes priorités. Non. Ok, si jamais tu veux devenir entrepreneur un jour... Intrapreneur, par contre. À qui? Intrapreneur, par contre, c'est ça. Entrepreneur. Intrapreneur. Entrepreneur, c'est quoi? Bah, c'est avoir une mentalité d'entrepreneur, mais quand c'est pas ta propre boîte, quoi. Ça, je ne connaissais pas ce concept-là, mais Et que c'est ça le génial. devient. Mais ce que je C'est voulais dire... l'objectif justement. Nico va être sans doute actionnaire de Virtuosa un jour et donc il sera un intrapreneur, donc c'est comme s'il était entrepreneur, mais il le fera au service d'une partie de son projet qui est notre projet, qui sera le projet de plusieurs collaborateurs ici. Par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est un peu le concept d'Easy. C'est ça que tu veux instaurer ici ou pas? En partie, donc concept de Easy, parce qu'on l'a fait naître dans Easy sous l'impulsion de Salvatore Carba, comme on discutait tout à l'heure, mais c'est un concept qui pour moi est porteur, c'est l'idée de on est tous ensemble dans le même bateau, on avance et c'est juste qu'on doit partager ce bateau avec d'autres. Je supporte vraiment ces concepts-là. En réalité, l'idée elle est simple et elle est bénéfique pour tout le monde, hein. C'est du win-win, hein. C'est juste ton gâteau qui grossit et puis tu acceptes d'en partager une partie et ça forme des locomotives en plus qui elles-mêmes vont tirer vers l'avant et c'est du 100% win-win. Il y a des bonus à tous les niveaux chez Virtuosa, qu'on soit à l'admin, au HR, au sales, au customer success, au marketing, il y a une notion de bonus qui est là et qui est globale parce que moi je suis tellement frustré d'entendre des gens qui disent moi si j'en fais plus ou j'en fais moins, ça change rien, quoi. Et donc au final, il y a un gars à côté de moi, il avance pas, il fait rien et il a le même niveau de vie que moi. Et ça c'est tellement frustrant. Moi je peux pas entendre que les entreprises fonctionnent comme ça. Et donc du coup on a mis en place tout à fait cette notion de bonus qui est super importante. Tu fais couler du miel sur mon cœur là, parce que c'est effectivement ça que j'ai installé chez moi. C'est une obligation. Génial, je suis ton supporter à 100% dans cette politique-là. Et c'est ce qu'il faut mettre en place, en tout cas d'après moi, c'est mettre des bonus en fonction des performances de chacun. Et on peut aller au-delà en partageant son entreprise avec des personnes clés. Qui est ton préféré? Anthony et Dominique. Qui est ton préféré dans la boîte? C'est ce que je disais tantôt, parce que j'ai lu les questions dans la cuisine. Non, je ne les ai pas lues. Moi, je ne saurais pas répondre à ça. Je peux à la limite dire qui est celui que j'aime le moins. Non, je rigole. Il le sait. Je plaisante, non. Non, ben c'est dur, hein, cette question. Ouais, c'est compliqué parce que, à la limite, si on n'avait que des sales ou que des marketeurs. Qui est ton préféré parmi les sales? Maxime, hein? Non, mais pour moi, celui qui performe le mieux, celui qui inspire plus, celui qui fait un meilleur chiffre, celui qui est là 1 heure avant le matin, ben, pour le moment, Nicolas est vraiment en forme et élève toutes les personnes autour de lui vers le haut. Donc pour moi, c'est lui. Dominique, toi, qui est ton préféré? Franchement, tu demandes à un parent de dire quel est ton enfant préféré dans la famille, je pense que c'est impossible. Les deux? Ouais, les deux, mais après, tu as plus d'affinité sur un truc avec un des enfants et sur un autre truc avec un autre enfant, donc c'est tellement difficile. On va leur dire j'aime bien ça chez cette personne. Ouais, voilà, c'est plus simple. Je peux te dire qu'avec mon fils j'adore ça, qu'avec ma fille j'adore ça, mais j'en ai pas un des préférés et je pense qu'avec les collègues c'est la même chose. Et tu l'as vu, Maxime, c'est notre bout en train, quoi. Lui, il est juste trop marrant et il nous anime nos soirées. Donc si tu veux dire quel est mon préféré quand on fait un event, c'est Maxime par exemple. Moi c'est aussi mon préféré, voilà, c'est celui qui a levé la main pour dire je veux être interviewé. Donc c'est mon préféré comme ça. Allez. Maxime, message pour toi, merci. Quelles sont les choses les plus difficiles à gérer dans une entreprise en expansion? Une chose.
Le recrutement. Le recrutement. Il faut aller vite, recruter beaucoup et... On va engager pas trop de sales parce qu'il faut recruter des bons customers et tu dois pas aller trop vite parce que si tu recrutes des personnes, tu dois recruter des rising stars. C'est le point le plus important de toute entreprise, c'est le recrutement. C'est là que tout se joue. Et à un moment donné, si tu recrutes des pommes pourries, tu dois vite les sortir du panier. C'est la vie parce que sinon elles vont commencer à pourrir les fruits qui sont autour d'eux. Donc c'est vraiment un élément super important, quoi. Okay. Quelle est ta plus grande fierté? C'est que la vue intérieure de Virtuosa est la même que la vue extérieure. Ouais. Parce que souvent, tu te dis, ouais, cette boîte a l'air vraiment cool, on reçoit des petits messages, on dirait Google, bazar machin, on reçoit des conneries comme ça parfois par message. Mais de l'intérieur, c'est vraiment ça. Vous voulez instaurer cette ambiance-là, en tout cas? Ouais, voilà. De temps en temps, tu vois la boîte hyper start-up, bazar machin, puis les boss, c'est des tyrans qui tirent la gueule. Le recrutement il est nul, c'est tout des nuls dans la boîte et en fait c'est juste un logo et un branding sympa. On est authentique et notre... ouais, c'est ça. Authentique, vrai et on est tellement transparent avec tout le monde que c'est dingue. Vous avez répondu à toutes les questions. J'ai déjà eu des cas où j'interviewe des gens et ils me disent je préfère que ça reste confidentiel. Ah non, ici, j'ai pas eu ça, donc c'est chouette. On s'en fout et tous les premiers mardis du mois, on fait un team meeting et on présente aux collaborateurs tout ce qui se passe dans l'entreprise. Les chiffres, qui on a engagé, qui on va virer, qui on a viré, j'exagère, mais et on a ajouté à ça, parce qu'on se disait qu'une fois par mois, c'était peut-être pas assez, un free talk, no tabou, et donc une fois toutes les 2 semaines en alternance avec ça, il y a une réunion où on s'assied, ou Anto ou moi, et on discute dans une réunion no tabou de tout ce que les collaborateurs veulent discuter, un peu comme tu le fais là, à livre ouvert, etc. Voilà. Moi quand même, si j'ai une autre fierté, parce que je vais en racheter une, parce que j'aurais dit la même pour faire, si j'en ai une autre, je pense que c'est la performance. C'est ce qu'on arrive à mettre en place. Moi, je peux oser dire qu'on est fier de ce qu'on a réussi à mettre en place à tous les niveaux en quelques mois, quoi. On était il y a 14 mois à 3, on est 22 et c'est sain. À quoi penses-tu en t'endormant? Alors moi j'arrive à bien dormir malgré la pression qu'on a. Et toi Dominique, à quoi penses-tu en t'endormant? En vrai, j'ai plus facile de te répondre à quoi je pense en me réveillant. Ça oui, ça je sais à quoi. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? En m'endormant en fait, ouais, je pense que je suis fatigué, je me dis que j'ai passé une bonne journée et à plusieurs niveaux. Et ouais, je vais penser boulot beaucoup. Je suis du genre à continuer de brainstormer avec moi-même sur plein de choses et mon cerveau a du mal à s'arrêter à ce niveau-là. Génial. Donc, si toi tu regardes, tu veux postuler chez Virtuosa, fais déjà la vidéo et tu envoies chez Sacha pour l'entretien, l'interview. Et comme ça, tu prends des devants en fait, vis-à-vis d'autres candidats qui postulent pour les mêmes positions. Il aura gagné 48 heures. Ouais. C'est déjà ça. Et puis il y a une discussion de package qui suit. Cette discussion de package, au fait, moi j'adore, et comme je te disais tout à l'heure, ne pas la voir, quoi. Je veux dire par là que la personne elle doit décider avant même de savoir ça. Je veux qu'elle dise oui ou non, je rejoins Virtuosa. Un peu ce que c'est passé avec toi, avec Salvatore, quoi. Oui, plus ou moins, même si ça c'était la discussion de salaire, elle a eu lieu avant que je dise oui. Ici, je pousse le bouchon encore plus loin, quoi. Avant même de parler de ça, est-ce que tu as envie de rejoindre la boîte et pas juste oui j'ai envie, c'est oui, quoi. Sauf s'il y a un écart important, s'il y a un problème salarial, ce qui n'a jamais eu lieu. Mais c'est important pour moi que la personne elle ne vienne pas pour l'argent, mais qu'elle vienne pour la boîte, pour le projet, pour les collègues. C'est un test, quoi. Parce que s'il dit oui, c'est peut-être une réponse que donne aussi aux candidats qui regardent. Oui, mais quel est le salaire? Ça passe moins bien. Ça passe moins bien avec moi. La leçon qu'il faut retenir, c'est qu'engager des stagiaires, parce que stagiaires, étudiantes. J'étais étudiante. Ouais. Étudiante, stagiaire ou étudiante, parce que la personne qui vient ici, il n'a jamais travaillé auparavant et peut-être vous allez choper le Rising Star. Sacha est une Rising Star. Je vois ça, c'est une Rising Star. Si, je vois. Avec tout le sérieux sur le visage, c'est une Rising Star. Et vous êtes le premier à choper la star, parce que si jamais elle va être embauchée dans une société, eh bien, pour la faire sortir de cette société, ça va être 10 000 fois plus compliqué. Donc travailler avec les stagiaires, les étudiants, ça c'est la leçon que je tire de cette petite interview. Avant de faire le TikTok, c'est une question que je n'ai pas posée. Vous avez le même salaire ici? Ouais. Nous deux, ouais. Okay. Pourquoi tu fasses une danse ou quoi? Oui. Pourquoi est-ce qu'on fait un TikTok? Je sais pas. Attendez. Parce que tu veux rendre un regard humain par rapport exactement, le regard humain par rapport à la société. Ça, c'est un petit signe pour dire, les gars, il est sur batterie. Ouais. Ah.
Bye.